Je me suis réveillée au son de quelqu'un d'agacé, non pas de chagrin mais d'irritation. On n'est même pas ses vrais enfants, a dit mon fils, d'un ton sec et désinvolte, comme s'il parlait d'une inconnue aux informations. Pourquoi on devrait s'occuper d'elle? Puis j'ai entendu ma fille, sa voix glaciale. J'espère juste qu'elle ne s'en sortira pas. Ce serait plus simple. La succession est presque réglée, de toute façon. Les mots ont transpercé le brouillard de morphine comme des éclats de verre. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Mes bras semblaient remplis de sable, des tubes s'enroulaient sur ma poitrine. Quelque part derrière moi, les machines émettaient des bips lents et réguliers, le son d'une vie que je n'étais plus sûre de vouloir retrouver. Il se tenait au pied de mon lit. Je pouvais le sentir, assez proche pour me toucher, mais si loin de me voir un jour comme leur mère. Elle ne nous a même pas adoptés légalement, a-t-il ajouté. Elle a juste épousé papa. Ça ne veut pas dire qu'on lui doit quoi que ce soit. L'infirmière s'est raclé la gorge. Vous devriez peut-être sortir. Ce n'est pas l'endroit. Peu importe, a marmonné ma fille, le claquement de ses talons s'éloignant. J'ai fixé les dalles du plafond, feignant d'être encore inconsciente, feignant de ne pas avoir entendu les personnes que j'avais élevées depuis qu'elles portaient des couches souhaiter nonchalamment ma disparition. Je me suis souvenu du dernier Noël où j'avais préparé leur plat préféré, me levant même à 5 heures du matin pour faire cette maudite tarte aux noix de pécan qu'ils disaient tant aimer. Elle n'est jamais venue. Il est arrivé en retard et reparti tôt, se plaignant des embouteillages. Mais ça, c'était différent. C'était la clarté. L'accident était sorti de nulle part, ou du moins c'est ce que je croyais jusqu'à cet instant. Les freins avaient lâché dans un virage en descente. Pas de pluie, pas de flaque d'huile, juste du métal, du verre, puis le noir. Et maintenant, j'étais là, branchée de partout comme une expérience de laboratoire, écoutant les deux personnes que j'aimais le plus au monde parler de moi comme d'un fardeau dont ils avaient hâte de se débarrasser. Je voulais hurler. Je voulais me redresser et leur demander qui leur avait appris à faire leurs lacets, qui les avait serrés dans ses bras la nuit où leur père est mort, qui avait rassemblé assez d'amour pour qu'ils se sentent à nouveau entiers après que leur mère les a abandonnés. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée immobile parce que maintenant je savais qu'ils n'étaient pas à moi, pas de la manière qui comptait, pas de la manière qui, je l'espérais, importerait quand je serais vieille, brisée et allongée sur un lit d'hôpital sans personne d'autre pour parler en mon nom. C'étaient les enfants de sang de mon défunt mari, mais les miens seulement quand ça les arrangeait, les miens quand ils avaient besoin d'un dîner, d'un transport, d'une épaule pour pleurer. Pas maintenant, pas quand c'était moi qui avais besoin d'aide. Et quelque chose en moi s'est brisé, pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais avec la finalité silencieuse et brutale d'une porte qui se verrouille de l'intérieur. Il pensait que j'étais en train de mourir. Bien. Qu'il le croie, car la femme qu'il pensait pouvoir manipuler, utiliser, jeter, elle était partie. Et celle qui s'éveillait à sa place n'avait plus envie de jouer. Avant les perfusions, avant la blouse d'hôpital, avant que leurs yeux ne deviennent vitreux comme si j'étais déjà partie, il y avait eu des berceuses et des doigts poisseux agrippant les miens dans les allées du supermarché. Il y avait eu des rires. Il y a eu un temps où il m'appelait maman. Vivre dans une maison pleine de bruit, un chaos désordonné et confortable. Des chaussures laissées près de la porte, des boîtes de céréales toujours ouvertes, des sacs à dos jetés dans le couloir comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre nettoie tout. Et quelqu'un le faisait. C'était moi. Je n'avais pas toujours prévu d'être la mère de qui que ce soit. J'ai rencontré Richard vers la fin de ma trentaine. J'avais déjà renoncé au rêve d'avoir mes propres enfants, mais il est arrivé avec deux, un garçon et une fille, tous deux âgés de moins de 5 ans, tous deux traumatisés et silencieux lorsque leur mère biologique s'était volatilisée dans sa nouvelle vie à l'étranger. Je n'étais pas légalement liée à eux, aucune signature, aucun sceau de juge, juste leurs petites mains enroulées autour de mon écharpe ce premier hiver et le « maman » murmuré lorsque les cauchemars s'insinuaient. C'est tout ce qu'il a fallu. Richard avait été gentil, fatigué mais gentil. Il travaillait de longues heures et me laissait la plupart des responsabilités parentales. Il ne m'a jamais poussé à les adopter officiellement. Ce n'est que de la paperasse, a-t-il dit un jour. Ils savent qui les aime. C'était peut-être le début du mensonge. Penser que l'amour suffisait. En y repensant, je réalise à quel point je suis devenue invisible dans ma propre maison, lentement, doucement, comme de la vapeur s'échappant d'une fissure. Un instant, je lisais des histoires avant de dormir et pliais leurs vêtements. L'instant d'après, j'étais une ombre qu'ils remarquaient à peine au dîner. Ils ont grandi, et je me suis effacée. Il est décédé il y a 6 ans, un cancer du pancréas, rapide et cruel. C'est moi qui l'ai trouvé effondré dans le jardin, le taillais encore à la main. Ils étaient à l'université à l'époque,
ne rendant que de rares visites, toujours trop occupés. À l'enterrement, ils se sont accrochés à moi comme s'ils n'allaient jamais me lâcher. C'est la dernière fois que je me souviens avoir eu le sentiment de leur appartenir. Après ça, ce fut un lent retrait. Les appels se sont transformés en SMS, les SMS en silence. Ils venaient parfois pour les fêtes, s'enquérant davantage du testament que de ma santé. Toujours polis, toujours souriants, jusqu'à ce qu'ils pensent que je ne pouvais plus les entendre. Je revois sans cesse mon fils, debout au pied de ce lit d'hôpital, les bras croisés comme un avocat pesant le pour et le contre d'un accord, pas la moindre lueur d'inquiétude dans ses yeux. Ce n'est pas notre vraie mère, tu sais. Ce que cela m'a appris, c'est qu'ils attendaient, comme des loups à la porte. Et pendant tout ce temps, je pensais que nous étions encore une famille, que j'avais peut-être été trop sensible, que leur distance n'était que l'âge adulte, pas du détachement. Je le vois clairement maintenant. Ils aimaient le foyer que j'avais créé, les repas que je cuisinais, la structure que je leur donnais, mais ils ne m'aimaient pas, moi pas comme je les aimais. Ce genre de vérité pèse lourd. Elle ne crie pas, elle s'enfonce. Mais elle libère aussi, car si l'amour ne les liait pas à moi, alors l'obligation ne me liera certainement pas à eux. Qu'ils parlent de succession, qu'ils chuchotent sur les délais et les certificats de décès. Ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Ils ne savent pas que j'ai réécrit la fin il y a 2 mois. Ils ne savent pas que la maison qu'ils attendent ne leur appartient plus, et ils ne savent pas qui est sur le point de leur montrer ce qu'une femme oubliée peut faire avec rien d'autre que du temps, un stylo et la volonté de survivre. Je ne pouvais pas beaucoup bouger. Mais mon esprit a fait un bond, un clignement d'yeux vers la dalle du plafond, et j'étais de retour dans la cuisine, tenant une assiette en carton pendant qu'ils couraient autour de la table avec du beurre de cacahuète sur les joues. Ils étaient si petits alors. Ma fille se blottissait sur mes genoux comme si elle essayait de disparaître en moi. Mon fils cachait son visage dans mon manteau et murmurait « Ne pars pas encore ». Et je ne suis jamais partie. C'était la partie la plus cruelle, à quel point je suis restée, même quand leur mère est partie sans même une valise. Même quand Richard a commencé à rentrer de plus en plus tard, me tendant des reçus pour des uniformes scolaires que je n'avais jamais demandés et disant « Ils sont à toi maintenant, aussi ». Je n'ai jamais bronché. Je me suis accrochée. J'ai tenu bon à travers les crises de colère, le silence adolescent, les dîners passifs-agressifs. J'ai tenu bon à travers les appareils dentaires et les ruptures, les bulletins scolaires et les bougies d'anniversaire, chaque dent de lait perdu, chaque genou écorché, chaque stupide réunion parents-professeurs où je m'asseyais en souriant pendant qu'ils m'appelaient leur belle-mère, et je hochais simplement la tête comme si ça ne me piquait pas. Ils ne savaient pas que je pleurais dans la buanderie, que je tenais leurs petites chaussettes et me demandais comment l'amour pouvait vous faire sentir si pleine et si invisible à la fois. Mais maintenant j'étais juste une femme qui prenait de la place dans un lit d'hôpital. Je me souviens encore de la dernière fois que l'un d'eux a dit « Je t'aime ». C'était en passant, jeté par-dessus une épaule comme de la petite monnaie. Je m'y suis accrochée pendant des semaines comme si ça signifiait quelque chose, mais avec le recul, ce n'était qu'une habitude, comme se brosser les dents ou dire « à tes souhaits » après un éternuement. Ils ont cessé d'appeler régulièrement après la mort de leur père. J'ai supposé que c'était le deuil. Ça ne l'était pas. Ils avaient obtenu ce pourquoi ils étaient venus. Son nom de famille, son argent, l'image d'une famille. Que étais-je après ça? Un rappel? Un bouche-trou? La femme qui savait où se trouvaient les dossiers fiscaux. J'ai arrêté d'essayer de les joindre il y a 1 an, juste pour voir ce qui se passerait. Rien ne s'est passé. Pas d'anniversaire, pas de « je pense à toi, maman », pas même un « tu as mangé aujourd'hui ». J'ai reçu le message. Alors j'ai commencé à me souvenir, non pas de l'histoire que je me racontais, mais de celle qui s'est réellement déroulée, les regards froids, la façon dont ma fille levait les yeux au ciel chaque fois que je disais non, comment mon fils a commencé à mettre des serrures sur les tiroirs du bureau après que je lui ai demandé si tout allait bien avec ses finances. Je me suis souvenu comment je les avais entendus parler en décembre dernier, après avoir proposé de l'aider à rembourser sa voiture. Elle est pleine aux as, lui a-t-elle chuchoté, pensant que je dormais à l'étage. Elle veut juste s'en servir pour nous contrôler. Il faisait passer la gentillesse pour un piège. Il me faisait passer pour une menace. Et je leur ai quand même fait une tarte aux noix de pécan parce que je pensais que si je continuais à les aimer, ils reviendraient. Mais l'amour n'est pas un boomerang. On ne le lance pas en attendant qu'il revienne. Parfois, il tombe simplement dans la poussière, ignoré. Et maintenant, j'étais là, dans un lit stérile, avec le bip des machines à la place des voix, seule. Sauf que je n'étais pas complètement seule. Il y avait autre chose maintenant, de la colère. Pas de la rage, pas de l'amertume, quelque chose de plus calme, de plus serré,
Une sorte de résolution nette qui s'installe quand on réalise que personne ne viendra vous sauver. Peut-être que vous êtes la seule à l'avoir jamais vraiment fait. Ils avaient peut-être oublié qui j'étais, mais moi non, et j'avais encore le temps. Il y a 2 mois, j'étais assise dans un fauteuil en cuir beige en face d'un homme nommé Maître Bernard. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 40 ans, soigné, avec des manches de chemise trop impeccables pour quelqu'un qui travaille avec le deuil toute la journée. La plupart des gens ne changent pas leur testament à moins qu'un événement majeur ne se produise, dit-il en tapotant son stylo. Quelque chose s'était produit. Rien de dramatique, juste un son qui n'aurait pas dû faire mal, un rire. J'avais descendu le couloir, portant un panier de serviettes pliées vers l'ancienne chambre de ma fille. Ils étaient en visite pour le week-end. Je les ai entendus dans le salon, mon fils riant, d'un rire franc et insouciant, disant « Encore quelques années à patienter, elle va clamser et on se partagera la maison. » Puis elle a reniflé et ajouté « Je parie qu'elle la lèguera à un chat ou à une bibliothèque locale par pure méchanceté. » Et ils ont ri de nouveau, comme des enfants qui gloussent derrière une porte verrouillée. C'est à ce moment-là que j'ai su que l'histoire que je m'étais construite dans ma tête ne correspondait pas à celle qu'ils racontaient sur moi. Alors, je suis allée voir Maître Bernard. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas expliqué. J'ai simplement remis les anciens documents, testament, titre de propriété, police d'assurance. Puis j'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti une seule photographie. C'était une photo de moi et de ma filleule, l'année où sa mère est décédée. Je l'avais accueillie pendant 6 mois pendant que son père essayait de rester sobre. Elle avait 6 ans à l'époque, des doigts poisseux, de grands yeux, m'appelant toujours sa « maman de secours ». Elle a 32 ans maintenant, mariée, travaille pour le refuge pour femmes à 3 rues de mon ancienne église, m'envoie des lettres sur du vrai papier, celui qui sent légèrement les agrumes. Elle signe toujours ta fille, je t'embrasse, Avril. Maître Bernard a jeté un œil à la photo. Vous voulez l'inscrire sur la liste? Non, ai-je dit. Je veux qu'elle ait tout. Il a levé les yeux lentement. Tout. Tout. La maison, les actions, l'assurance vie, même les boucles d'oreilles en perles que je n'ai portées que 2 fois mais que j'ai gardées dans une pochette en velours comme une promesse. J'avais fait la paix avec ça à ce moment-là. L'amour n'a peut-être pas de lien de sang, mais la cruauté a ses habitudes, et je n'allais pas laisser le travail de ma vie à des gens qui me regardaient boiter et tendaient quand même la main vers le coffre. Maître Bernard n'a pas posé de questions. Il a juste commencé à taper. Au moment où je suis partie, les nouveaux documents étaient signés, scellés et rangés. Les originaux étaient déchiquetés. Mes instructions étaient blindées. Pas un centime pour aucun des 2 enfants et un transfert automatique au refuge local si Avril ne pouvait pas être localisée dans les 30 jours suivant mon décès. Vous êtes sûr qu'ils ne contesteront pas? Ai-je demandé. Il a esquissé un lent sourire. Seulement s'ils aiment jeter l'argent par les fenêtres. Perdre. Tant mieux, ai-je pensé. Qu'ils essaient. Je ne leur ai jamais parlé de ce rendez-vous. Qu'ils croient ce qu'ils veulent. Qu'ils lorgnent les meubles, estiment la valeur du terrain, se chuchotent à l'oreille quand la paperasse sera réglée. Qu'ils rient, parce que maintenant, je souriais aussi, le genre de sourire qui ne vient pas de la rancune, mais du fait de n'avoir plus rien à perdre et tout à protéger. Je n'avais plus besoin qu'ils m'aiment. J'avais juste besoin qu'ils sachent qu'ils ne m'avaient pas brisé. Hélène vivait de l'autre côté de la rue depuis avant que les enfants ne soient assez grands pour atteindre la poignée de porte. Elle n'était pas fouineuse, juste vigilante. Le genre de voisine qui remarquait un colis laissé trop longtemps sur le perron ou une lumière extérieure éteinte 3 nuits de suite. Elle a été la première personne à qui j'ai parlé après la mort de Richard. Je me souviens d'elle dans ma cuisine avec un sac de courses rempli de citron et de gingembre, sa voix aussi douce qu'un hymne. « Ils se tourneront vers toi maintenant », a-t-elle dit, hochant la tête vers le couloir où les 2 enfants étaient terrés dans leur chambre. « Mais tu dois aussi prendre soin de toi. » À l'époque, je pensais qu'elle parlait du deuil. Je n'avais pas réalisé qu'elle voyait tous s'effilocher bien avant moi. C'est Hélène qui a commencé à prêter attention à l'intérêt soudain de mon fils pour le courrier. Il passait le week-end, toujours avec une excuse, juste pour vérifier la chaudière ou s'assurer que j'avais verrouillé la porte arrière. Mais il ne s'attardait jamais. Il allait directement à la boîte aux lettres, sortait tout, le parcourait comme un charognard cherchant un prix. Hélène voyait tout depuis sa fenêtre. Elle a dit qu'il n'avait même pas levé les yeux une seule fois pour faire un signe de la main. Il n'agit pas comme un fils, a-t-elle dit un après-midi autour d'un thé. Il agit comme un auditeur. J'ai ri. C'était un rire amer. Peut-être qu'il est les 2.
Puis est venu le jour où il m'a posé des questions sur le titre de propriété, nonchalamment autour d'un café. Dis, tu as encore les papiers de l'époque où papa a mis la maison à ton nom? Je peux t'aider à organiser les choses si tu veux, tu sais, pour simplifier, a-t-il dit avec un sourire, ce sourire trop travaillé qu'il tenait de Richard. Celui qui ressemblait à du charme pour les étrangers mais qui pour moi, signifiait toujours un agenda caché. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Il est parti 5 minutes plus tard. Ce soir-là, Hélène m'a envoyé un texto. Je l'ai vu tourner à nouveau autour de ta boîte aux lettres après son départ. J'ai pris une photo au cas où. Tu veux que je surveille? Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai laissé la lumière du porche allumée pour elle cette nuit-là, comme nous le faisions pendant les orages quand les enfants étaient petits et avaient peur du tonnerre. Elle a pris ça pour un oui. Après cela, elle a commencé à tout documenter. Sa voiture arrivant sans prévenir, les images de la sonnette connectée de son système, chaque moment où il se tenait à ma clôture sans frapper. Elle appelait ça au cas où. Mais nous savions toutes les deux à ce moment-là. Ma fille est venue un après-midi alors que j'étais en train de tailler les rosiers. Elle n'est même pas passée par le portail. Amélie s'est penchée par-dessus la clôture, tout en sourire doux et en sollicitude légère. Salut, je me demandais juste si tu avais besoin d'aide avec les papiers de la maison, si ça devient trop lourd. Je serais heureuse de m'en occuper pour toi. J'ai cligné des yeux. La maison est entièrement payée. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais quand même, papa disait toujours que j'étais la plus organisée. Ce n'était pas ce que Richard disait, loin de là. Elle est partie avec une étreinte qui n'a pas duré. Le lendemain, Hélène a appelé. Elle est passée aussi. Elle est restée dans sa voiture pendant 20 minutes avant de s'approcher. Je me suis dit que tu devrais le savoir. Je vais le noter. C'est là que ça m'a frappé. Je n'avais pas dit à Hélène ce que j'avais entendu à l'hôpital. Je ne lui avais pas dit que j'avais changé le testament. Je ne lui avais pas dit que je me glissais discrètement hors de tout. Ça, mais elle le savait. Elle voyait ce que je ne voulais pas voir, que les enfants que j'avais élevés n'étaient pas là pour aider. Ils tournaient en rond, et elle avait décidé, sans que je le demande, d'être mon témoin. Je ne lui ai jamais rien demandé, mais à ce moment-là, je savais une chose. Il n'allait pas s'en tirer comme ça, pas cette fois. Les infirmières pensaient que je dormais. J'étais devenue douée pour ça, restant silencieuse, prudente de ne pas réagir quand les gens disaient des choses qu'ils n'auraient pas dû près de quelqu'un qui avait encore un pouls. Cela faisait 2 semaines depuis l'accident. Il continuait à utiliser le mot accident, un cerf, peut-être, ou une route glissante, une plaquette de frein usée. C'étaient les excuses, propres et nettes, mais je me souvenais du son, pas celui de l'impact, mais celui de l'absence. Il n'y avait rien eu quand j'avais appuyé sur le frein, rien d'autre que le bruit creux du métal, le silence d'une résistance qui refusait de venir. Je connaissais ce sentiment, je savais que quelque chose n'allait pas, mais le chagrin vous fait douter de vos propres instincts jusqu'à ce que vous commenciez à assembler les pièces du puzzle. J'ai commencé par le souvenir de mon fils tenant mes clés le mois dernier, avec cette désinvolture suffisante. Je vais vérifier la pression de tes pneus, maman. Il n'a pas demandé. Il les a juste prises et s'est dirigé vers l'allée comme s'il possédait chaque parcelle de ma vie. Je n'y avais à peine pensé à l'époque. C'est à quel point ils étaient doués pour faire paraître chaque intrusion comme une aide. Puis ma fille, elle m'a emprunté ma voiture la semaine d'avant, disant que la sienne manquait d'essence, et l'a ramenée avec les rétroviseurs déréglés et le siège poussé si en avant que j'avais du mal à monter. Je pensais que c'était de l'impolitesse. Maintenant, je savais mieux. Il y avait eu un léger clic quand j'avais conduit ce matin-là, rien de fort, juste assez pour me hérisser les poils, le genre de détail que l'on oublie jusqu'à ce qu'on soit allongé dans un lit d'hôpital avec rien d'autre que du temps et une longue liste de nouvelles questions. Alors j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai observé. Quand ils sont venus me voir la première fois après l'accident, ils n'ont pas posé de questions sur la voiture, pas une seule fois. Pas de « que s'est-il passé ?» ou « Y a-t-il eu d'autres personnes impliquées ?» Juste une question. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne peux plus vivre seul? C'est là que j'ai su qu'ils n'avaient pas peur que je meure. Ils avaient peur que je m'attarde. Je suis restée immobile, regardant les infirmières aller et venir. L'une d'elles, Clara, était douce, le genre qui se déplace lentement exprès, le genre qui remarque quand quelqu'un fait semblant. Elle a pris mes constantes un après-midi et s'est arrêtée au pied de mon lit. « Vous êtes consciente, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Je n'ai pas cligné des yeux. Juste le plus petit des hochements de tête. Clara s'est penchée plus près. Alors il est peut-être temps de mettre quelqu'un d'autre au courant. Cette nuit-là, j'ai tapoté 3 fois ses doigts contre sa paume. C'était tout ce que je pouvais faire. Ses yeux se sont légèrement écarquillés.
Le lendemain matin, un homme est apparu sans dossier ni stéthoscope. Il ne portait pas de blouse, juste un coupe-vent bleu marine et des chaussures silencieuses. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Clara est entrée, n'a dit qu'un seul mot, visiteur. Il m'a regardé. Je m'appelle Lambert, a-t-il dit. Vous m'avez engagé une fois pendant votre divorce. Vous vous souvenez? J'ai cligné des yeux à nouveau, lentement. Il a pris cela pour un oui. Clara a dit, vous ne pouvez pas encore parler, ce n'est pas grave. Je suis douée pour lire le silence. Il a ouvert un dossier. Il contenait une photo de ma voiture à la fourrière, met sur la conduite de frein. Quelque chose a été coupé, a-t-il dit. Net, droit. Quelqu'un voulait que ça ait l'air vieux, mais ce n'est pas le cas. C'est récent, c'était délibéré. Je l'ai senti alors, pas de la peur, du soulagement, car maintenant ce n'était plus un soupçon, c'était un fait. Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce, puis s'est penché près de moi. J'ai déjà récupéré les images de surveillance de l'hôpital et de vos caméras de rue. J'ai un contact à la surveillance du trafic. Nous trouverons qui a fait ça. Vous, contentez-vous de reprendre des forces. Et puis il a souri, le genre de sourire qu'on donne à quelqu'un qui n'est pas censé être réveillé mais qui l'est. Sacrée famille que vous avez là, a-t-il marmonné. Non, pas une famille, plus maintenant. Mes doigts fonctionnaient à peine, mais Clara les comprenait mieux que quiconque. Nous avions développé un langage sans jamais rien écrire. 3 tapotements signifiaient oui, un long glissement sur sa paume signifiait « Faites venir Lambert ». Un clignement l'ensuivit. D'un poing fermé signifiait « Ne les laissez pas entrer ». Elle n'a jamais posé trop de questions, se contentant de hocher la tête comme si elle avait déjà décidé de quel côté elle était. C'est ça, avec les gens qui ont vu la vraie douleur. Ils cessent de chercher la permission de faire ce qui est juste. Lambert venait tous les 2 jours, toujours pendant le service du déjeuner quand l'étage était bondé, quand personne ne prêtait attention à la femme silencieuse de la chambre 219. Je ne parlais jamais, mais je n'en avais pas besoin. Il disposait les photos comme des pièces de puzzle sur le plateau roulant à côté de mon lit. L'une montrait la voiture de ma fille arrivant dans mon allée la nuit avant l'accident, horodatée à 23h14. Elle m'avait dit qu'elle n'était pas en ville. Une autre montrait mon fils dans le salon des visiteurs de l'hôpital, se connectant au Wi-Fi alors que j'étais encore inconsciente, ouvrant un document sur son ordinateur portable intitulé « Modèle de directive anticipée ». Il n'avait même pas eu la décence de le cacher. « Malin », a dit Lambert un jour, en tapotant le dossier où mon Nouveau Testament était rangé en sécurité. Changer les bénéficiaires était votre meilleure décision. J'ai déjà déposé une copie certifiée conforme. Même s'il brûle l'original, ça ne changera rien. J'ai cligné 2 fois des yeux, le merci qu'il avait appris à accepter. Puis vint la partie suivante, plus difficile, plus risquée. J'ai besoin de votre signature, dit-il doucement. Juste une. Nous déposerons une demande de protection juridique pour mise en danger de personnes vulnérables. S'ils essaient à nouveau d'accéder à vos biens ou de tenter un autre accident, cela devient un crime, pas seulement un soupçon. Clara a attendu le service de nuit, quand les lumières du couloir étaient tamisées et que personne ne vérifiait les constantes. Elle a apporté un porte-bloc, une seule feuille solidement attachée en haut. Ma main tremblait tellement que cela ressemblait à peine à un nom, mais c'était suffisant pour commencer une trace écrite, suffisant pour dire « Je vous vois. Je ne suis pas aussi impuissante que vous le pensez. » Le lendemain matin, mon fils est arrivé. Il portait un polo noir et affichait une sollicitude de façade. Dans ses mains, un petit bouquet de marguerites, le genre qu'on vend dans les stations-service. « Salut, man », a-t-il dit, comme s'il ne m'avait pas qualifié de fardeau 2 semaines plus tôt. « Tu as l'air en forme. Je t'ai apporté des fleurs. J'ai pensé que ça égayerait l'endroit. » Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri. Il s'est assis quand même, a commencé à parler des prix de l'immobilier, disant qu'il était peut-être temps de commencer à y penser. Je comptais les taches de rousseur sur son bras juste pour ne pas hurler. Il a jeté un œil vers les moniteurs et a baissé la voix. « Amélie et moi, on en parlait. On s'occuperait bien de la maison, tu sais? Tu n'as plus à t'inquiéter des impôts ou de l'entretien. » C'est pour ça qu'il était venu, pas pour me voir, pas pour me demander si je pourrais remarcher, pas pour dire « Je suis content que tu aies survécu », juste pour mesurer les murs qu'il pensait déjà siens. Il n'a pas remarqué Clara entrer derrière lui. Il n'a pas vu qu'elle débranchait subtilement le micro-enregistreur de sous le lit. Une fois partie, elle a chuchoté « Tu as été formidable » en le glissant dans sa poche.
Il vient de nous donner tout ce dont nous avions besoin. Et pour la première fois depuis que j'avais ouvert les yeux dans cette chambre, je me suis permis d'imaginer une vie au-delà de ce lit, une vie non enchevêtrée de machines et de silence, non traquée, non possédée, n'attendant pas d'être effacée par les gens que j'avais autrefois nourris de mes propres mains. Ils pensaient que je dormais, ils pensaient que j'étais finie, mais je ne faisais que commencer. Ils sont venus vêtus de noir. Ils portaient un costume anthracite qu'ils n'avaient probablement pas fait nettoyer depuis l'enterrement de leur père. Elle portait un chemisier qui avait l'air cher mais froissé, comme si elle n'avait pas prévu de trop s'en soucier. Je suis sûre qu'ils pensaient que le mascara qui avait coulé ferait l'affaire, le numéro du deuil, mais ils étaient en retard, 4 jours de trop. Ils sont entrés dans le hall de l'hôpital comme s'ils en étaient déjà propriétaires, pas une question entre eux, juste la certitude que la paperasse les attendrait, que l'infirmière leur remettrait un dossier, et que tout ce qu'ils auraient à faire serait de signer sur les pointillés avec une tristesse fraîchement feinte. Ils ne savaient pas que j'étais partie la veille au soir, pas par mes propres moyens. Pas encore, mais dans un fauteuil roulant couvert d'un édredon bleu marine qu'Hélène avait cousu elle-même. Clara m'a conduite jusqu'à la voiture privée que Lambert avait arrangée. Une signature et une fausse autorisation de sortie d'un médecin extérieur, une sortie discrète, comme une femme s'éclipsant de ses propres funérailles. Parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Il venait pleurer une femme qu'il croyait partie, mais il n'était pas en deuil, il salivait. Une jeune réceptionniste en blouse bleue les a accueillis au bureau. « Chambre 219, ma mère ?» a demandé Amélie, la voix douce, presque suave. « Nous sommes là pour récupérer ses affaires et parler à quelqu'un des prochaines étapes. » La jeune femme a tapé quelque chose sur l'ordinateur, le front plissé. La patiente de la chambre 219 est sortie hier soir. On s'est déjà occupé de tout. Occupé de tout, a répété mon fils, la voix brisée juste là où la culpabilité aurait dû se loger. Par qui? N'a-t-il pas osé demander? Toutes les dispositions ont été prises à l'avance. Son avocat a tout envoyé. Ma fille a cligné des yeux. Avocat. La réceptionniste a hoché la tête. Maître Bernard. Il a laissé cette enveloppe pour vous. C'est là. Que leurs sourires se sont fissurés. Elle leur a tendu une enveloppe Kraft plate, sans adresse de retour, sans chaleur. Juste du poids. Ils l'ont ouverte là, dans le couloir, leurs doigts avides même si leur visage essayait de rester composé. À l'intérieur, il y avait une lettre, ma lettre. Vous avez toujours supposé que je ne survivrais pas à votre patience. Vous aviez tort. Vous avez toujours supposé que le silence signifiait permission. Ce n'était pas le cas. Je sais tout, et je ne vous ai rien laissé. Aucune signature. Aucune affection. Juste une dernière ligne soulignée une fois à l'encre bleue. Je vous ai peut-être élevé, mais je ne vous reconnais plus comme mien. Des témoins disent qu'elle a laissé tomber la lettre. Il s'est penché pour la ramasser, mais pas avant que tout le monde l'ait vue. Pas avant qu'une infirmière de passage ne s'arrête, puis ne détourne rapidement le regard, le genre de regard réservé à quelqu'un qui regarde une tour s'effondrer au ralenti. Ils ne sont pas partis immédiatement. Ils se sont disputés dans le couloir, à voix basse d'abord, puis plus fort, s'accusant mutuellement d'avoir été négligents, d'avoir trop parlé, de ne pas avoir vérifié ces foutus freins correctement. Les mêmes freins qu'ils juraient n'être que de la malchance, le même accident dont ils pensaient que personne ne survivrait, et encore moins ne remettrait en question. Mais je regardais depuis la lucarne du grenier d'Hélène, 2 maisons plus loin et un étage plus haut, calé par des oreillers, sirotant du thé dans un thermos. Chaque mot montait à travers la bouche d'aération qu'elle avait laissée ouverte pour que je puisse entendre. Elle était assise à côté de moi, tricotant lentement. « Tu es sûre de vouloir rester pour cette partie ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu parce que j'avais besoin de le voir, besoin de voir le moment où il réaliserait qu'il n'avait pas seulement perdu la maison, il m'avait perdu. Pas la femme dans le lit, celle avec le stylo, celle qui était partie avant même qu'il ne pense à dire au revoir. Ils se sont garés devant la maison comme s'ils en étaient encore propriétaires, sa Lexus garée de travers dans l'allée, son pick-up au ralenti derrière, comme s'ils avaient peur que quelqu'un prenne leur place s'ils ne se dépêchaient pas. Le moteur était à peine coupé qu'il sautait dehors. Il s'est dirigé directement vers la porte d'entrée, secouant la poignée comme si elle pouvait soudainement se souvenir de lui. Ce ne fut pas le cas. Peine dormant renforcée. Le Porsche avait changé aussi, nouvelle boîte à clés, plaque de laiton vissée à côté de la sonnette qui disait « Cette propriété fait l'objet d'un examen juridique. Accès restreint. Pour toute demande, contactez le cabinet Bernard et Associés. » Il a fixé la plaque comme si elle l'avait personnellement trahi. Elle a fait le tour par l'arrière, criant son nom comme dans un exercice d'incendie. C'est fermé à clé.
Tout est fermé. Bien sûr que ça l'était, je m'en étais assuré. Le cabinet de Maître Bernard avait dépêché un gestionnaire immobilier ce matin-là. Il les a rencontrés dans l'allée, costume impeccable, porte-bloc à la main, sans un sourire. « Je suis ici au nom de Madame Valois », a-t-il dit. Ils ont cligné des yeux. « Elle est vivante ?» a demandé ma fille, comme si j'étais un fantôme qui avait gâché son week-end. « Tout à fait », a-t-il répondu en tournant la page. « Et parfaitement lucide. Voulez-vous que je lise son message à voix haute ?» Ils n'ont pas répondu, alors il l'a fait. « À compter d'aujourd'hui, cette propriété n'est plus sous votre accès ou intérêt légal. Ne tentez pas d'entrer. Toute intrusion sera signalée. Une copie du nouveau titre de propriété a été envoyée à votre dernière adresse connue. Vous n'étiez pas listé comme héritier. Ne revenez pas. » Il leur a tendu une enveloppe scellée, même papier crème, même poids brutal. Mon fils l'a prise comme un homme acceptant une contravention qu'il ne croyait pas mériter. Ma fille ne l'a pas touchée. Elle est juste restée là, les bras croisés, se mordant l'intérieur de la joue comme si ça pouvait empêcher la honte de déborder. Puis le gestionnaire a hoché la tête, est monté dans sa voiture et les a laissés là, 2 enfants adultes vêtus de noir funèbre. De retour sans nulle part où aller et rien à réclamer, ils sont restés assis dans l'allée pendant près d'1 heure, se disputant d'abord, puis en silence. À un moment donné, elle a ouvert l'enveloppe. J'ai regardé depuis la fenêtre du grenier, une pièce plus bas, de l'autre côté de la clôture. Hélène à mes côtés avec une tasse de chocolat chaud et un jugement tricoté sur ses genoux. Ma fille a lu la lettre 3 fois. Sa bouche bougeait avec les mots, puis elle a jeté, pas juste laissé tomber, mais jeté comme si le papier lui avait brûlé la main. Je savais quelle partie l'avait atteinte. Tu ne m'as jamais appelé maman quand personne ne regardait. Mon fils n'a pas parlé. Il a juste sorti son téléphone, s'est détourné et a passé un appel. Il a fait les 100 pas devant les parterres de fleurs que j'avais autrefois plantés de mes propres mains. Les roses étaient plus belles qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Hélène a souri, les regardant depuis la bouche d'aération comme si c'était une pièce de théâtre. « Tu penses vraiment qu'ils s'attendaient à ce que tu les attendes ?» ai-je cru murmurer. Ils pensaient que je mourrais de la même manière que j'avais vécu avec eux, discrètement. Mais la discrétion ne signifie pas la faiblesse, et maintenant le silence était à moi. À l'intérieur de la maison, tout était intact, mais plus rien ne leur appartenait. Ni le canapé pour lequel ils se battaient à 12 ans, ni les albums photos dans le placard du couloir, ni même les aimants du frigo qu'ils m'avaient autrefois achetés pour la fête des mères. Ils étaient rentrés pour prendre quelque chose. Au lieu de ça, ils ont découvert que quelque chose leur avait été enlevé, le droit, l'accès, la présomption. Et pour la première fois, ils se tenaient devant ma maison comme des étrangers, enfermés dehors exactement là où ils m'avaient laissé. La dispute a commencé par des murmures. Je pouvais à peine les entendre depuis le grenier d'Hélène au début, juste la montée et la descente des syllabes se transformant en arêtes plus vives. Mais ensuite, il a claqué la portière de la voiture, et ce fut la fin de la comédie. « Tu avais dit qu'elle ne le changerait pas », a-t-il lancé. « Elle ne l'aurait pas fait si tu n'avais pas été aussi évident », a-t-elle rétorqué, arpentant le sol près de la boîte aux lettres comme si celle-ci lui devait quelque chose. « Tu crois qu'elle ne t'a pas entendu à l'hôpital ? C'est toi qui as dit qu'on devrait accélérer les choses. » Je n'ai jamais dit de saboter la voiture, espèce d'idiot. Voilà, c'était dit. Le masque était tombé, et ce n'était pas la culpabilité qui les faisait s'effondrer, c'était la peur. Il s'est éloigné d'elle, respirant fort, passant une main dans ses cheveux comme si la panique pouvait se démêler en logique s'il marchait assez vite. « C'est toi qui n'arrêtais pas de pousser pour vérifier le courrier chaque semaine », a-t-il sifflé. Tu vivais pratiquement près de sa clôture. Et c'est toi qui as parlé de procuration à son dîner d'anniversaire. Bon sang, Nicolas, tu aurais pu être moins subtil ? Hélène a haussé les sourcils à côté de moi. C'est donc le genre à gâcher les anniversaires et à casser des choses. Je n'ai pas ri, mais mes mains se sont crispées autour de ma tasse. En bas, ils continuaient leur spirale. Elle était censée nous laisser la maison, a-t-il dit, la voix brisée, arpentant le sol maintenant. Elle nous a élevés. Non, a dit ma fille, d'une voix froide et plate. C'est toi qu'elle a materné. Ça l'a arrêté net. Il l'a regardée comme s'il ne la reconnaissait pas, ou peut-être comme s'il la reconnaissait enfin. Et pourtant te voilà, aussi fauché et en colère que moi. N'ose même pas, a-t-elle lâché. Il a montré la lettre, toujours froissée dans sa main. Tu m'as dit qu'elle ne le changerait jamais. Tu as dit qu'elle était trop sentimentale, qu'elle nous voyait encore comme ses bébés. Eh bien, marmonna-t-elle en détournant le regard,
Je suppose qu'elle nous a enfin vus pour ce que nous sommes. Ce silence était plus glacial que tout ce que j'avais entendu jusqu'alors. Pas de larmes, pas d'excuses, juste le poids de deux personnes qui avaient bâti leur avenir sur la tombe de quelqu'un d'autre et qui avaient le culot d'être surprises quand le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Il est monté dans son pick-up le premier, et parti vite, les pneus crissant sur le trottoir comme s'il pensait que la vitesse pourrait distancer les conséquences. Elle est restée un peu plus longtemps, faisant les 100 pas, fouillant dans son sac à main comme si un chéquier pouvait soudainement matérialiser une seconde chance. Puis elle s'est assise sur les marches, et a allumé une cigarette qu'elle n'était pas censée avoir. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a juste fixé la porte. Pour la première fois, j'ai vu sur son visage, la perte. Pas seulement celle de la maison ou de l'argent, mais celle de l'histoire qu'elle se racontait, que peu importe à quel point elle s'éloignait, elle pourrait toujours revenir et je serais là à l'attendre, toujours maman, toujours à elle. Cette histoire était partie maintenant. Elle a laissé la cigarette sur la marche et s'en est allée. Je l'ai regardée jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse derrière les haies que j'avais autrefois plantées avec leur père, à l'époque où nous croyions que la famille était quelque chose qui pouvait grandir avec assez de soleil et de patience. Hélène s'est tournée vers moi après un long moment. « Tu es prête pour la suite ?» J'ai siroté mon thé. Ils ont commencé ça, je ne fais que le finir. Parce qu'ils ne savaient toujours pas ce que je savais. J'avais des preuves, des témoins et un détective privé qui ne dormait pas. Ils n'étaient pas seulement en train de me perdre. Ils étaient sur le point de perdre tout ce qu'ils avaient construit sur mon silence. Maître Bernard n'a pas posé de questions quand je suis arrivée à son bureau avec Lambert et un dossier qu'il a fait lui-même cligner des yeux. Il était tôt, à peine 8 heures passées, et la réceptionniste n'était même pas encore à son poste. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence au mur de verre surplombant la ville, tout ce ciel et ce verre me renvoyant une version de moi-même que je n'avais pas vue depuis des années. Calme, le dos droit, ne tremblant plus. Je vais devoir vérifier chaque pièce, a dit Maître Bernard, étalant le contenu sur la table comme des preuves dans un procès. Mais d'après ce que je vois, ce n'est pas seulement une mise en danger, c'est une association de malfaiteurs. Lambert a hoché la tête une fois. J'ai les horodatage. Les images de la caméra de l'hôpital correspondent à l'inspection du garage. Il n'y a aucune ambiguïté. Je me suis penché en avant. Que se passe-t-il maintenant? Maître Bernard a joint les mains, avec le sérieux d'un avocat. D'abord, nous déposons une ordonnance de protection immédiate. S'ils mettent ne serait-ce qu'un pied près de la propriété à nouveau, ils sont en infraction. Deuxièmement, nous transmettons cela au procureur de la République. Troisièmement, si vous voulez que ce soit public, nous pouvons aller voir la presse. Je n'ai pas parlé pendant un long moment, car il ne s'agissait pas de faire les gros titres. Il s'agissait de conséquences, quelque chose qu'il n'avait jamais eu à goûter auparavant. Pas quand il mentait, pas quand il manipulait, pas quand il transformait lentement la femme qui les avait élevés en un distributeur automatique glorifié avec un cœur. Ils n'ont pas le droit de m'enterrer vivante, ai-je dit doucement, et ils n'ont pas le droit de s'en aller comme si de rien n'était. Les yeux de Maître Bernard se sont attardés sur la photo de la conduite de frein. Une coupure nette, indéniable. Non, ils n'ont pas ce droit. Il a fait glisser une dernière page, celle que je lui avais demandé de rédiger des semaines auparavant, une lettre adressée au procureur, signée, notariée, scellée. Je l'ai relue avant de prendre le stylo. Moi, Marguerite Valois, soumets par la présente un témoignage formel et les preuves jointes pour étayer les accusations de tentative d'acte de menace par véhicule, de fraude financière et de mise en danger de personnes vulnérables à l'encontre de Nicolas Valois et Amélie Valois. Ma main n'a pas tremblé quand j'ai signé. Maître Bernard a hoché la tête, la pliant soigneusement dans une enveloppe noire. Nous livrerons ceci par coursier dans l'heure. Lambert a sorti un dernier objet de son sac, une clé USB. Les images de la caméra de sécurité. Toute la conversation qu'ils avaient eue sur le porche. Ils ne savaient pas que la maison voisine était toujours sous surveillance. C'était l'œuvre d'Hélène. Elle avait installé les caméras à l'époque où le fils de son frère avait été arrêté pour avoir cambriolé sa cabane de jardin. Elle disait qu'elle ne les avait jamais enlevées parce que les gens deviennent audacieux quand ils pensent que personne ne regarde. Maintenant, ce serait le clou de leur cercueil, pas du mien. J'ai quitté le bureau de Maître Bernard avec des copies de tout, non pas parce que je comptais les réutiliser, mais parce que j'avais appris ceci à la dure. Le silence est un instrument s'il est soutenu par des preuves, et j'avais tout. Cet après-midi-là, j'étais assise dans un gîte prêté à 3 heures de route, nichée contre une colline où l'air sentait le pin et la liberté. Pas de voisins, pas d'enfants, pas de bruit, juste moi, un avocat en attente, un détective privé sous contrat,
et un avenir sans plus de clés remises à des mains ingrates. Quand les lettres sont arrivées à leur porte, une pour chacun d'eux, je n'ai pas eu besoin d'être là pour voir les réactions. Lambert a dit que mon fils était devenu blême avant même de l'ouvrir. Ma fille a essayé de m'appeler 2 fois ce soir-là. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupée à enregistrer une vidéo, mon visage clair et stable face à la caméra. Mon nom est Marguerite Valois. Si vous regardez ceci, cela signifie que le dernier mensonge est tombé. Puis j'ai pris la clé USB et j'ai appuyé sur télécharger, parce que je ne me cachais plus. J'ai laissé derrière moi une tasse de thé, 2 photos encadrées, et un vieux gilet qui sentait encore légèrement le romarin. Tout le reste, je l'ai emporté ou brûlé. En mon nom propre. Disparaître n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas sauter dans un train avec une écharpe sur la tête comme une fugitive de film. C'est de la paperasse, des tampons, 3 copies notariées d'une décision froide, j'en ai fini. Maître Bernard s'est occupé de la logistique. Il a déposé le changement de nom légal sous une clause de protection pour les victimes de tentatives de préjudice familial. Ce ne fut pas facile, mais dès que les preuves sont devenues publiques, aucun juge n'a sourcillé. Nouvelle carte d'identité, nouveau permis, nouvelle adresse scellée. Lambert s'est occupé du transfert, une vente discrète de la maison à un trust. Le trust l'a remise à la nouvelle propriétaire pour exactement 1 euro. Avril, ma filleule. Il s'était moqué de celle qu'il disait n'être qu'une passade quand je l'avais accueillie pendant 6 mois après la mort de sa mère. Celle qui m'écrivait des lettres même après son mariage. Celle qui m'appelait maman Mar longtemps après que mes propres enfants avaient cessé de dire quoi que ce soit. Elle a pleuré quand elle a reçu l'appel, non pas à cause de la maison, elle aurait vécu sous une tente si cela signifiait aider, mais parce que je lui faisais confiance. Je m'en occuperai, a-t-elle dit au téléphone, la voix brisée. Je ferai en sorte que ça ait un sens. Tu en as déjà un, ai-je murmuré, puis j'ai raccroché, car les adieux sont pour les gens qui pourraient revenir. Je n'en avais aucune intention. J'ai pris le train à l'aube, un omnibus. Pas de pièce d'identité requise, juste un billet et de l'argent liquide, et une place près de la fenêtre avec la lumière du soleil filtrant comme un pardon silencieux. Personne ne m'a regardé à 2 fois, ce qui était le but. Quelque part après la 4e gare, j'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté dans la rivière en traversant le pont, une dernière ondulation. Pas de signal, pas de trace, disparu avant midi. Je suis arrivé aux abords d'une ville dont personne ne parle, un petit groupe de maisons enveloppées de forêts, construites pour des femmes comme moi, pas des victimes, pas des fugitives, des survivantes. Ce n'est pas un refuge, c'est un sanctuaire. Ils l'appellent la seconde floraison. Il y a un panneau à l'entrée, peint à la main, en bois, un peu fissuré par le temps. Il dit « Vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait ». Je suis resté là un moment, puis j'ai franchi le seuil. À l'intérieur, j'ai rencontré Rosa, 63 ans, qui était directrice d'école avant que son fils ne falsifie sa signature sur 5 prêts de refinancement. Marguerite, pas moi, une autre, 74 ans, est sortie de sa propre maison avec un sac à main plein de reçus et pas une seule excuse du mari qu'elle avait enterré seule. Nous ne racontons pas nos histoires tout de suite. Nous nous asseyons dans les jardins, nous plantons des tomates, nous écrivons des choses que nous n'enverrons peut-être jamais, et nous guérissons lentement avec nos propres noms. Le lendemain de mon arrivée, les lettres sont parties à l'État, à la presse, à chaque contact qu'il me restait dans le vieux carnet d'adresses de Richard. Ceux qui croyaient encore que les enfants étaient des saints, ceux qui me demandaient aux enterrements pourquoi ils n'appelaient pas plus souvent. Ils savent maintenant. Lambert a confirmé que les 2 avaient été signifiés. Il m'a envoyé une dernière photo, ma fille emmenée de son bureau menotté, la tête basse, mon fils, le même après-midi, emmené de son appartement par 2 officiers en civil. Ils ont essayé de se rejeter la faute, bien sûr, mais les enregistrements, les photos de la conduite de frein, les emails, ma signature, tout disait la même chose, intention fatale. Et maintenant, ce sont eux qui sont en train d'être effacés. Lambert a dit que la police n'a même pas frappé au début. Ils ont attendu, des équipes de surveillance ont observé l'appartement de mon fils pendant 3 jours, s'assurant qu'il ne faisait pas de valise ou ne disparaissait pas dans une de ses propriétés douteuses à l'étranger qui lorgnait pour des opportunités immobilières. Mais Nicolas n'a jamais rien remarqué. Il était trop occupé à appeler sa sœur, laissant des messages vocaux qu'il pensait probablement ne pas être sauvegardés. Ne dis rien, ils n'ont pas de preuves. On leur dira qu'elle était confuse, qu'elle était malade. Si tu ouvres la bouche, on tombe tous les 2. Trop tard, mon chéri. On a frappé à 6h12 un mercredi matin. 1 heure calme avant que le monde ne commence sa performance, avant que tu n'aies le temps de mentir. 2 inspecteurs, 2 badges, un mandat. Il a ouvert la porte torse nu.
clignant des yeux comme si la loi ne s'était jamais appliquée à lui auparavant. Ils lui ont lu ses droits alors qu'il cherchait à. Il n'a pas discuté, pas au début, continuant juste à dire « Attendez, quoi ?» Comme si l'incrédulité pouvait défaire des câbles de frein coupés et des signatures numériques. L'arrestation de ma fille a eu lieu 3 heures plus tard à son bureau. Elle portait des talons et un sourire quand ils sont arrivés. Elle a essayé d'entrer dans une salle de réunion. Ils l'ont suivie. Une stagiaire de 20 ans nommée Mia a appelé Lambert le lendemain pour dire « Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a juste dit « Ça ne peut pas être en train d'arriver ». Mais ça arrivait, à tous les deux. Pour une fois, les conséquences étaient réelles. Plus de silence pour absorber leur cruauté, plus de mers pour couvrir leurs péchés, plus de maisons pour se cacher comme des enfants prétendant ne pas entendre la vérité frapper à la porte. Lambert m'a envoyé les vidéos d'arrestation, non pas parce que je les avais demandées, mais parce qu'il pensait que je méritais de le voir. Au moment où le pouvoir a quitté leur corps dans les 2 clips, j'ai vu quelque chose de familier. Une lueur dans leurs yeux, pas de la culpabilité, de l'incrédulité. Ils n'avaient vraiment jamais pensé que je me défendrais. Ils pensaient que je mourrais, m'accrochant à leurs photos, murmurant « Mais je vous ai élevé », pendant qu'ils dépecent la vie que j'avais bâtie comme des vautours à un dîner. Mais je ne suis pas morte. J'ai documenté, j'ai préparé, j'ai attendu, et maintenant c'était eux qui se tenaient sous la lumière stérile du jugement. Les gros titres sont tombés en 24 heures. Un frère et une sœur arrêtés pour tentative présumée sur leur belle-mère pour une succession, sabotage des freins. La police publie des preuves audio et e-mails dans une trahison familiale choquante. L'histoire est devenue virale, non pas parce que j'étais célèbre, mais parce que le monde comprend quelque chose sur les femmes silencieuses qui survivent, qu'on nous croit rarement jusqu'à ce que les décombres deviennent indéniables. Ma boîte de réception au sanctuaire s'est remplie de messages d'autres femmes, d'autres fausses mères, d'autres noms presque oubliés sur des baux, des documents et des testaments. Une femme a écrit « Ils m'ont utilisé comme une étagère, comme si j'étais juste une chose qui les soutenait jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi. Merci de m'avoir montré que l'amour sans respect n'est que de la manipulation déguisée. » Je lui ai répondu. Je lui ai dit « Être seul vaut mieux qu'être utilisé. » Ce même jour, Hélène m'a appelé. Sa voix semblait plus jeune, d'une certaine manière. « Ils sont passés », a-t-elle dit. Des journalistes étaient assis sur le trottoir comme des chiens errants, flairant une autre citation. Je leur ai dit la vérité. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle gloussé. J'ai dit qu'elle était silencieuse, pas stupide. On ne se rend jamais compte à quel point une femme devient affûtée quand on l'a blessée une fois de trop. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que les larmes avaient déjà été versées, séchées, recyclées en encre sur des déclarations sous serment et des signatures sur des documents de justice. Ils avaient été arrêtés, inculpés et exposés. La conférence de presse n'était pas mon idée, c'était celle d'Avril. Elle m'a appelé 3 jours après que l'histoire a éclaté, sa voix forte mais tremblant un peu sur les bords, comme si elle savait ce qu'elle devait faire sans être sûre que le monde écouterait. « Il te dépeigne comme une pauvre vieille femme triste », a-t-elle dit. Un titre de journal t'a qualifié de recluse tragique exploitée par des beaux enfants ingrats. Il passe à côté de l'essentiel. Je n'ai pas répondu tout de suite, car j'avais passé ma vie à essayer de ne pas être une figure tragique. J'avais nourri des enfants qui n'étaient pas les miens, payé des factures pour lesquelles personne ne m'avait remercié, et je m'étais tue face à des insultes qui se déguisaient en politesse. J'avais été beaucoup de choses, mais je n'avais jamais été triste. Fatiguée, oui, utilisée, sans aucun doute, mais pas triste. Avril a pris une profonde inspiration et a dit « Laisse-moi parler. Laisse-moi leur dire ce que tu as vraiment fait. » Et je lui ai dit la vérité, « Si tu le fais, ne me défends pas. Défends les femmes qui ne peuvent pas encore parler. » Elle a promis. La conférence de presse a eu lieu dans le jardin, mon jardin, celui qu'il n'arrosait jamais, celui dont il se plaignait constamment, celui que je plantais quand même, saison après saison, parce que la beauté ne devrait pas avoir besoin de permission pour exister. Avril se tenait là, dans une robe bleu marine et des ballerines, sans maquillage, mais avec une dignité pleinement affichée. Derrière elle se trouvait un grand panneau avec un croquis architectural de la maison, nouvellement baptisée la maison Valois pour les femmes se reconstruisant après une trahison familiale. Les journalistes se sont penchés. Une femme au fond serrait son carnet comme s'il pouvait exploser. Avril a brandi la dernière version de mon testament, plastifié et scellé dans une pochette transparente. Ceci a été signé 6 semaines avant l'incident. Il me nomme unique bénéficiaire et stipule que cette maison soit convertie en un sanctuaire de transition pour les femmes de plus de 50 ans ayant survécu à une trahison financière ou émotionnelle de la part de leur famille immédiate.
Un journaliste a crié. Était-ce une vengeance? Avril n'a pas bronché. Non, c'était une réappropriation. Les flashs ont crépité. Les médias continuent d'appeler cela une tragédie familiale. Ce n'est pas ce que c'était. Il ne s'agissait pas d'héritage, il s'agissait de droits acquis. Deux personnes croyaient pouvoir exploiter l'amour d'une femme simplement parce qu'elle leur avait autrefois préparé leur déjeuner. Elle a fait une pause. Elle les a élevés, elle les a vêtus, elle a pleuré en silence pour qu'ils ne sentent pas le poids de son sacrifice. Et quand elle a finalement demandé la paix, ils ont essayé de l'effacer pour cela. Silence. Même le vent s'est arrêté. Elle s'est approchée du micro. Cette maison n'appartiendra jamais à des gens qui voyaient l'amour comme une transaction. Elle appartient maintenant à des femmes à qui on a dit qu'elles ne comptaient pas parce que leur nom n'était pas sur un acte de naissance, qui ont tout donné et ont été récompensées par le silence, la suspicion, ou pire. Un doux murmure a parcouru la foule. Cet endroit aura 10 lits, un jardin, un bureau d'aide juridique et de la dignité, parce que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Et trop de femmes ont été amenées à croire qu'elles avaient de la chance d'être tolérées. Les premiers applaudissements sont venus de la gauche, puis du centre, puis de partout, pas tonitruant, mais réel. Elle a reculé, et pendant un instant, j'ai oublié de respirer. Depuis mon siège à 3 villes de là, regardant sur un ordinateur portable emprunté dans une bibliothèque silencieuse, je l'ai vu lever la tête et sourire de la même manière que moi autrefois, pas un grand sourire, pas ostentatoire, juste stable, comme une femme qui sait d'où elle vient et pour qui elle est venue. Ma maison n'a jamais été la leur. Elle a toujours été une graine. Maintenant, elle était en train de fleurir. Le procès n'avait même pas encore commencé, mais la punition avait déjà débuté. Leurs partenaires sont partis les premiers, la petite amie de Nicolas, Jenna, celle qui m'appelait Maman Margot pendant les dîners. En parcourant Instagram, elle a fait ses valises 2 jours après l'arrestation. Elle n'a même pas laissé de mots, a juste changé son numéro et envoyé un seul texto au contact de Lambert. Dites à Marguerite que je la crois. Quant à Amélie, son mari a gelé les comptes joints à la minute où la nouvelle a été diffusée. Il n'a même pas essayé de discuter. Il était banquier. Il reconnaissait un navire en train de couler. Les tribunaux étaient lents, mais le public a agi rapidement. Les clients ont disparu, les amis sont devenus silencieux, les voisins qui saluaient autrefois ont cessé de le faire. Ils n'étaient plus seulement accusés, ils étaient connus. Chaque groupe de discussion auquel ils appartenaient avait disparu, chaque invitation occasionnelle révoquée. Personne ne voulait être vu du côté des enfants qui avaient orchestré un plan mortel contre leur figure maternelle pour des parquets et de la vaisselle héritée. C'est drôle, les personnes même qui me suppliaient autrefois d'être patiente avec eux ont été les premières à s'évanouir lorsque les retombées sont arrivées. Nicolas a essayé de poster quelque chose de vague en ligne. Les affaires de famille sont compliquées, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Mais les commentaires étaient implacables. Tu as coupé ses freins, Nicolas. Dis-nous quelle partie nous ne connaissons pas. Tu dois des excuses à toutes les femmes à qui tu as souri. Il a supprimé son compte en quelques heures. Amélie a tenté la carte de la pitié, a donné une seule interview à un site à scandale, une vidéo sans larmes avec un éclairage filtré où elle disait « Je ne sais pas comment tout est devenu si tordu. Je l'aimais. Elle était comme une mère pour moi. » Mais la vidéo a enchaîné sur la lettre que j'avais écrite, celle qui se terminait par « Tu ne m'as jamais appelé maman quand personne d'autre n'écoutait. » Les gens se sont souvenus de cette phrase. Elle est restée, elle a piqué, et ses larmes de crocodile se sont taries lorsque d'anciens collègues ont commencé à divulguer des emails, ceux où elle se moquait de moi, m'appelant « la bonne qui se prend pour une matriarche ». Il s'avère que les gens prêtent attention quand la mauvaise femme prend enfin la parole. Le monde adore punir un traître, surtout un qui a l'air impeccable jusqu'à ce que la pourriture commence à se voir. Hélène a rappelé, la voix vive de satisfaction. Je l'ai vue hier, Amélie, à la pharmacie. Elle avait l'air plus mince. Creuse, ai-je dit. La culpabilité fait ça. Non, a répondu Hélène. Ce n'est pas la culpabilité, c'est le vide. Parce qu'ils n'ont pas seulement perdu la maison, ils ont perdu leur version de moi, la version docile, la femme qui nettoyait derrière eux et souriait aux insultes comme si elle avait de la chance d'être dans leur vie. Sans moi pour la soutenir, cette version s'est effondrée. Ils ont regardé autour d'eux et ont réalisé que personne ne les voyait comme des victimes, plus maintenant. Et le truc avec les traîtres, c'est ça. Ils pensent pouvoir reconstruire une fois que la fumée s'est dissipée. Mais personne ne fait confiance à quelqu'un qui s'est retourné contre son propre sang, même si ce n'était pas leur sang, même si c'était le mien.
Ils sont maintenant assis dans des cellules séparées en attendant leur mise en examen. Leurs avocats sont commis d'office. Leurs demandes de clémence sont tournées en dérision. Et moi, je suis assise sur une terrasse à 3 villes de là, sirotant du thé avec Rosa, regardant le soleil saigner sur les collines comme une lente et douce excuse. Nous ne parlons plus d'eux, non par peur, mais parce qu'ils sont sans importance. Autrefois un ourlet, maintenant ils ne sont que des noms sur un registre d'audience, et moi, je suis le grand titre auquel ils n'échapperont jamais.